Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web et aujourd'hui, on parlera des télécoms qui ont déposé un recours contre la FCC. On verra quelles sont les nouvelles fonctionnalités que Facebook va vous proposer. On vous présentera la société More Than Digital dans notre dossier du jour. On vous montrera comment réussir à câliner vos amis à distance avec l'application Hug. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Et on embarque tout de suite aux États-Unis où l'empire des télécoms se prépare à contre-attaquer la neutralité du net en dénonçant la régulation arbitraire de la FCC. Les fournisseurs d'accès à Internet ont lancé une action commune. Lundi, une procédure a été officiellement lancée, elle aussi devant la Cour d'appel fédérale du district de Columbia, considérant que les nouvelles règles télécoms sont arbitraires, capricieuses et constituent un abus de pouvoir. Et ils ont voulu faire de l'humour sur Twitter après le crash de l'Airbus allemand A320 qui a fait 150 victimes, je vous le rappelle. Humoristes et politiques se sont finalement attirés les foudres du net mardi dernier. Et on va commencer avec l'humoriste Stéphane Guillon qui a été vivement critiqué pour ce tweet qui fait le lien entre la tragédie de Dropt et le crash dans les Alpes. Idem pour le député UMP Lionel Lucas qui a relié, lui, le crash au mauvais score du PS au départemental. Un message qui a lancé le débat sur Twitter comme sur les bancs de l'Assemblée nationale. Écoutez. Monsieur le Président, avant même de poser ma question à Najat Vallaud-Belkacem, je souhaite dire combien nous sommes sous l'émotion de ce terrible accident aérien et choqués qu'un député UMP puisse ironiser sur ce crash, via un tweet notamment. Ma question, telle que je le précisais, s'adresse donc à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sous le regard attentif d'une classe de terminale du lycée Marcel Gimond d'Aubenas que je salue. Dans la vie des jeunes, le collège tient une place particulière. Il intervient en pleine construction de soi. Il y aura un de vos intervenants qui posera une question et qui aura l'occasion de revenir sur la déclaration de Madame Buis. Hein ? Poursuivez, Madame Buis. Merci, Monsieur le Président. Juste une précision pour rappeler qu'il s'agit d'un tweet de Monsieur Lionel Lucas. Je disais donc que la jeunesse est une des grandes priorités. Et on change de sujet avec un article du New York Times lui-même qui a révélé l'information dans les mois à venir. Facebook, qui frise les 900 millions d'utilisateurs au quotidien, pourrait proposer des articles et des vidéos de différents médias, dont le New York Times lui-même ou encore le National Geographic, en permettant l'hébergement de contenus de médias. Facebook explique qu'il sera possible d'offrir une meilleure expérience de lecture à ses utilisateurs, un temps plus rapide de chargement, ce qui permettra aux médias de faire partie intégrante du réseau social. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec une très charmante jeune femme que j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, Valérie Zarka. Bonjour. Bonjour. Alors, on en parlait dans ce début d'émission. On va présenter tout de suite votre société, More Than Digital. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Alors, More Than Digital, l'idée, c'était de dire qu'on va aller au-delà du digital. Moi, je vis aujourd'hui entre Paris et Tel Aviv, en gros. Et j'ai passé 15 ans en agence digitale à fabriquer, produire, gérer des plateformes digitales pour des grands comptes. Et là, votre mission aujourd'hui, c'est quoi exactement ? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation digitale à Paris, en France, dans le monde entier. L'innovation digitale, ça va être vraiment quelque chose qui va changer un usage, une façon d'utiliser un média, un produit, un service, quelque chose qui va révolutionner un usage. On en parle beaucoup, et des accélérateurs, on parle d'open innovation, on parle de beaucoup de choses, mais ça prend pas vraiment, c'est difficile d'intégrer de la R&D, des nouvelles technologies dans des grosses plateformes existantes. J'ai vu qu'il se passait pas mal de choses ici en Israël. J'ai vu qu'effectivement, il y avait des acquisitions records, 15 milliards l'année dernière d'acquisitions de start-up. Il y avait 300 labos de R&D. Ça foisonne, ça bouillonne. Ça bouge tous les jours dans l'univers de l'high-tech en Israël. Voilà, donc je me suis dit, je vais regarder ce qui s'y passe de plus près, je vais regarder la partie immergée de l'iceberg et je vais aller à la rencontre de ces start-up, de ces labos de R&D, de ces acteurs de l'écosystème de l'innovation et comprendre si je peux peut-être faire la passerelle entre les besoins français d'innovation digitale et toutes ces solutions technologiques qui vont peut-être révolutionner une façon d'utiliser votre téléphone portable, votre télévision, la façon d'éduquer vos enfants. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors justement, on parle de ces start-up. Comment vous les sélectionnez, ces start-up avec lesquelles vous travaillez ? Alors aujourd'hui, je passe donc vraiment, on va dire 50% de mon temps en Israël, donc globalement à Tel Aviv, parce que c'est vrai que c'est là qu'il y a à peu près
5000 startups. Aujourd'hui, c'est la seconde Silicon Valley au monde. Il y a à peu près une start-up pour 2000 habitants, c'est une densité qui est très forte. Et je vais à la rencontre, en fait, soit via pas mal de conférences, des meet-up, soit à travers pas mal d'acteurs de l'écosystème, qui sont les accélérateurs, les incubateurs. Quasiment les 2/3 sont américains. Donc, voir comment eux travaillent, eBay, AOL, Nielsen, Microsoft, ils ont tous des accélérateurs. Comment ils intègrent cette innovation. Il y a bien sûr les fonds d'investissement et il y a tous les acteurs de l'innovation. Il y a beaucoup d'organisations, les organismes publics. Et ensuite, la deuxième phase, c'est d'aller à la rencontre de ces startups, de comprendre très précisément ce qu'elles font, de voir effectivement quelle est la valeur ajoutée de chaque technologie et comment moi, avec ce que je connais en fait de mes clients en France, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut optimiser dans leurs plateformes, dans leurs écosystèmes. Pour répondre aux besoins des grands groupes, parmi ces startups, on va parler de S'Imagine tout de suite. Alors je vais vous proposer à nos téléspectateurs de regarder une vidéo et puis on revient tout de suite après sur cette vidéo. Alors Valérie, là vous allez nous parler de S'Imagine, c'est une des startups avec lesquelles vous travaillez. En quoi ça consiste exactement? Alors S'Imagine, je les ai rencontrés parce que j'ai les gens de Carrefour Online, c'est la partie e-commerce de Carrefour qui sont venus en Israël il y a à peu près un mois. Et c'est vrai que on avait envie de chercher des choses qui allaient optimiser l'expérience en ligne et notamment le taux de transformation. Quand vous avez envie d'acheter un canapé et que vous êtes soit en magasin, vous n'avez aucune idée de si ça peut correspondre à votre environnement, ou si vous êtes en ligne et que vous avez envie de voir comment ça va se projeter sur effectivement le salon. Effectivement, S'Imagine, c'est une technologie de 3D augmentée qui va très rapidement screener en fait votre salon et sans avoir besoin d'un repère, parce que la 3D, il faut toujours un repère. Et ben là, sans avoir besoin de repère, il va vous trouver vraiment la bonne proportion, la bonne taille, et c'est vraiment en réalité 360, parce que vous pouvez faire le tour en fait du fauteuil et il reste autour de vous. Vous pouvez changer la couleur, etc. Et l'envoyer. Ça peut effectivement servir à d'autres grands noms. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a pas mal de clients effectivement dans l'e-commerce qui peuvent être intéressés. Voilà, il y a effectivement, l'idée c'est de dire, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le showrooming. Quand vous êtes en magasin, vous regardez, mais vous dites, je sais pas, je vais quand même rentrer à la maison pour vérifier. Là du coup, l'idée c'est en magasin, vous achetez tout de suite parce que vous savez que ça va correspondre à votre besoin. Et alors, Carrefour intéressé ? On verra. On verra. C'est confidentiel. On va terminer avec une dernière question. Quant à vos projets pour l'année à venir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, moi, comment je fais la connexion entre les startups et ces grands comptes français? En fait, j'ai 3 offres qui sont plus ou moins impliquantes. Soit, effectivement, le client vient en Israël et vraiment, il arrive à contacter, à connaître, à comprendre la technologie qu'il peut implémenter. Donc, c'est un voyage d'études. Soit, je fais de la veille technologique. Donc, le client reste à Paris et moi, je lui rapporte tous les mois les dernières nouveautés qui vont lui correspondre. Soit, on fait des événements à Paris. Et là, je vais amener d'ailleurs fin juin avec mon partenaire qui va être l'Express. On va amener, en fait, inviter une quinzaine de startups et des grands accélérateurs, incubateurs qui vont raconter un peu l'innovation. Et on va commencer à faire les connexions comme ça. Donc ça aura lieu au mois de juin. En juin avec l'Express. Merci beaucoup Valérie Zarka pour toutes ces informations. Merci. Restez avec nous, on continue avec notre rubrique high-tech. Câliner à distance, c'est possible grâce à l'application Hug qui envoie à votre correspondant les vibrations de votre cœur, un nouveau moyen de communiquer qui risque de révolutionner l'univers des messageries instantanées sur Apple ou Android. Comment ça marche? Eh bien, c'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. This is Hug, a new app that lets you hug each other no matter where you are in the world. To send a hug, just put your phone to your heart.
Using the proximity sensor, Hug will start vibrating and determine how long your hug is. Then, just choose what kind of hug you want to give and send it to someone awesome. To receive the hug, just do the same. Be closer no matter where you are. Hug your friends, family, boyfriend, girlfriend, or anyone you like. Hug. It feels good. De nos jours, près de 300 millions de personnes souffrent de daltonisme dans le monde et pour certains, eh bien, il est impossible de différencier le rouge du vert. Pour d'autres, il est possible de ne voir que les nuances de gris. Du coup, le fabricant de peinture américain Valspar s'est associé à la start-up californienne Enchroma pour créer des lunettes capables de séparer les couleurs et permettre ainsi aux daltoniens de voir la vie en rose, jaune, bleu. Un test a été filmé, regardez. Color blindness is a situation where, because your eyes are different than someone else's eyes, you don't see the world the same way. Commonly, red and green don't look different, but look the same. So if there's a kind of a color filter, a kind of glasses that would separate colors, they suddenly can see red and green. So Valspar is working with us at Enchroma to bring color to everyone. We developed these glasses to enable colorblind people to see color for the first time in their lives. I've never been able to see this one. And I just want to cry a little bit. Si pour certains, aux États-Unis, posséder une arme à feu est synonyme de sécurité, eh bien pour d'autres, comme par exemple l'association States United to Prevent Gun Violence, il s'agirait en fait du contraire. C'est ce qu'elle a essayé de prouver en réalisant une caméra cachée. Ça se passe dans une boutique d'armes à New York. Sur chaque arme, une étiquette raconte son passé. Une campagne de prévention intelligente qui peut faire froid dans le dos. Regardez. You know, it's our most popular one. It's this 22 caliber 6-inch revolver. It's also a gun that a 5-year-old found in his parents' bedroom, went down and shot his 9-month-old baby brother with it. When it says shooter, 5-year-old kid, dead one, what does that mean? That's the history. This is the gun that the guy That's shot. the gun. This is the one? This is the one that the kid used? Holy shit. Can't take this shit back after you do it. This is a 9mm semi-automatic. It's a very handy gun. It's easy to use. Carry it in a purse like that gal from the Walmart. 2-year-old son reaches into her pocketbook, pulls it out, shoots her. Dead, gone, no mom. Collectors love this one. Adam Lanza's mom had this in her collection too. Till he took this and several other guns and killed her. Then went down to Sandy Hook, killed 6 teachers and 20 innocent children. 20 little kids. Gone. Allez, on continue avec quelque chose de plus sympa. Musicless, musique vidéo, c'est ce youtubeur qui supprime la musique de célèbres clips pour y apporter un univers complètement différent ou proposer un drôle de mash-up. Aujourd'hui, c'est la chanson Ghostbuster à qui il s'attaque. Et bien évidemment, c'est ce que l'on vous propose de voir sur le web. Who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. Ow! No! Who you gonna call? La la la.
Si vous ne connaissez pas encore Fritz, ça ne serait tardé. Ce jeune Golden Retriever est devenu une star sur Internet grâce à son maître, pas très sympa, qui a filmé ses exploits ratés en slow motion. Des exploits qui ont récolté de grands nombres de vues. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb le Mag Actu.